Et c'est l'heure de retrouver l'invité du journal. Et nous recevons sur notre plateau ce soir Mohamed Gouali. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en stratégie et finance. Que vous inspire aujourd'hui ce nouveau drame en mer Méditerranée? 1 millier de morts en moins de 48 heures. Un grand sommet européen se prépare jeudi. C'est un terrible drame humain. Il est, de mon point de vue, la conséquence directe de la triple agression politique, économique et militaire depuis des lustres de l'Europe en Afrique et au Maghreb. L'Europe porte cela sur la conscience, au-delà du verbiage politique dont nous sommes coutumiers. Vous pensez que les Européens ont une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée? L'Afrique, c'est une mine extraordinaire de potentialité et de richesse humaine, matières premières. Il n'est pas normal que tous les continents soient en phase de développement, sauf l'Afrique. Regardez du point de vue géoéconomique, du point de vue géopolitique, toutes les agressions qui ont lieu en Afrique depuis maintenant 30, 40, 50 ans et qui deviennent de plus en plus intenses proportionnellement au déclin de certains pays européens. Alors on va parler de politique algérienne à présent. Avant de parler du débat sur la Constitution, l'Algérie a célébré hier les 35 ans du printemps berbère. 35 ans après, la cause de Tamazight a-t-elle selon vous avancé ou stagné, ou même reculé? Elle a avancé puisqu'aujourd'hui Tamazight est une langue nationale. Mais pas encore officielle. Pas encore officiel, mais ça va dans le sens de l'histoire. Vous savez, le XXe siècle était un siècle d'idéologie. Le XXIe siècle, en tout cas le début du XXIe siècle, est un siècle d'identité. Et l'identité du peuple algérien puise ses racines dans une histoire amazigh plusieurs fois millénaires, avec une religion qui est l'islam et avec une langue qui est l'arabe, qui est le vecteur de cet islam-là, auquel ont participé beaucoup d'Algériens et de Maghrébins. Qu'est-ce qui va changer si Tamazight devient langue officielle? Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Concrètement, un peuple sans identité, un peuple sans langue, est un peuple mort. Vous savez, je voudrais vous donner un exemple. L'hébreu était une langue morte. Or, aujourd'hui, les plus grandes universités israéliennes enseignent les mathématiques, la physique, la médecine en langue hébraïque. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y ait une sorte de course à l'amazirité, qui est une course purement politique. Il faut que l'amazigh soit une langue réelle, adoptée non pas par une région ou deux régions, mais adoptée par tous les Algériens, et faire en sorte qu'il y ait une pédagogie de l'incrustation de la langue amazigh au niveau scolaire, au niveau mental et au niveau... On a parlé de Tamazight et de constitution. Cela nous amène bien sûr au débat de l'heure, celui de la révision de la loi fondamentale. Avons-nous besoin aujourd'hui d'une révision constitutionnelle? Vous savez, c'est une question extrêmement sérieuse et épineuse. Et si vous regardez un petit peu l'histoire des grands pays qui se développent, vous verrez une chose absolument commune à tous ces pays-là, c'est que leur constitution ne change pas. Elle ne change pas. Pourquoi? Parce qu'elle est l'émanation directe de la volonté populaire. Et elle est le fruit de l'adhésion de cette volonté populaire. On ne change pas une constitution au gré d'un certain nombre de tactiques politiques et politiciennes. Donc, à mon sens, cette constitution doit être raisonnée, doit provenir de l'émanation du peuple. Et je crois que toutes les consultations qui ont eu lieu les dernières années vont dans le bon sens. Maintenant, il faudrait adopter cette constitution à travers, par exemple, un processus référendaire et faire en sorte que cette constitution ne soit plus changée au gré des ambitions de l'un et des autres. Et des humeurs. Alors, on va parler maintenant de l'économie. Les chiffres ne sont pas bons, surtout celui du nouveau déficit de la balance commerciale, plus d'1 milliard, presque même 2 milliards de dollars. Le gouvernement annonce le développement de l'industrie hors hydrocarbures. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard, M. Gouali? Développement de l'industrie hors hydrocarbures, les revenus sont de moins d'1 milliard, c'est 687 millions de dollars. C'est insignifiant aujourd'hui pour en parler? C'est totalement insignifiant, eu égard aux potentialités humaines, j'insiste, aux potentialités humaines que recèle notre pays. Et nous ne pouvons pas, je veux dire, nous n'avons pas d'économie, et nous ne pouvons pas nous développer tant qu'il n'y a pas une vision au plus haut niveau de l'État, une stratégie et des plans d'action concrets. Aujourd'hui, vous avez des initiatives par-ci, par-là, de quelques ministres, il y a beaucoup de bonne volonté, mais si ces initiatives-là ne sont pas inscrites dans le cadre d'une stratégie...
Oui, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. On vit dans un monde incertain, ambigu, extrêmement dangereux, où l'économie, la finance sont eux qui décident et régissent la politique. Mohamed Gouali, vous êtes expert en stratégie. Est-ce que l'Algérie a eu raison de ne pas soutenir l'opération militaire engagée contre le Yémen? Je trouve que c'est une approche extrêmement sage, extrêmement prudente et extrêmement intelligente de notre gouvernement. Et il faut donner crédit à notre ministre des Affaires étrangères. Ce qui se passe au Yémen, c'est la conséquence directe du changement du paradigme géopolitique américain. Vous savez, dans le XXe siècle, les États-Unis avaient pour se focaliser sur l'implosion du communisme et de l'URSS. Ces choses faites, aujourd'hui, le XXIe siècle, les Américains sont focalisés sur la Chine. Et donc, le centre de gravité des préoccupations américaines se déplace vers le Pacifique. Autrement dit, ils ont besoin d'assurer une stabilité en arrière. Et les Américains sont en train de reconstituer le triangle d'or d'avant Khomeini, qui est constitué par la Turquie, Israël et l'Iran. Et c'est dans ce sens-là que l'Arabie saoudite, les pays du Golfe, les Émirats en particulier, ne trouvent pas leur raison d'être politique. Alors, l'Arabie saoudite, c'est elle qui a voulu cette guerre contre le Yémen, et c'est l'Arabie saoudite en question qui s'inquiète beaucoup de cet accord entre les pays occidentaux et l'Iran. D'ailleurs, on annonce un prochain sommet entre les pays du Golfe et Barack Obama à Camp David. L'Arabie saoudite n'a pas réussi, il faut le dire, en dépit de son énorme... torpiller ces négociations. N'a pas réussi, surtout en dépit de son énorme manne financière, n'a pas réussi à influer sur la géopolitique de la région. Pour différentes raisons, on ne peut pas les développer ici. Et l'Iran, malgré 30 ans, en dépit de 30 ans de boycott, a réussi à construire un édifice scientifique, technologique et militaire tout à fait autonome des grandes puissances. Autrement dit, aujourd'hui, l'Iran est devenu un facteur clé de la stabilité de la région. Bon, quand vous êtes l'Arabie saoudite, vous dites, mon Dieu, ils sont chiites, je suis sunnite, encore que, ils sont chiites, ils vont me déstabiliser, parce que finalement, l'Arabie saoudite et les Émirats, il faut le dire, n'existent que par l'accord de Roosevelt avec Ibn Saoud. Donc, finalement, le déplacement du centre de gravité des intérêts géopolitiques, géoéconomiques des États-Unis vers le Pacifique est en train de créer une phase de transition dans le Moyen-Orient. Et cette phase de transition, par définition, finira par se stabiliser lorsque les accords entre les Américains et les Iraniens seront conclus, chose que j'avais prévue depuis 10, 15, 20 ans. Merci beaucoup, Mohamed Gouali, d'avoir été notre invité. Vous êtes expert en stratégie et en finance. Merci.